Bienvenue à toutes et à tous. Cette fois, on va parler de la guerre russo-japonaise. Une guerre qui peut nous sembler lointaine et très localisée. Mais en réalité, ses répercussions ont affecté le monde et chamboulé l'histoire. Le sujet étant complexe, j'ai choisi de le diviser en plusieurs vidéos. Cette première vidéo se concentre sur les causes qui ont mené à la guerre, ainsi que son importance stratégique et géopolitique. Avec la restauration de Meiji en 1868, le Japon s'est profondément transformé, devenant un pays industriel moderne. L'Empire du Japon se voulait alors l'ego des grandes puissances occidentales. De la même manière que les Européens utilisaient le retard des nations africaines et asiatiques comme prétexte pour les coloniser, pour les Japonais, le retard de la Chine et de la Corée était la preuve de leur infériorité, donnant au Japon le droit de les envahir. C'était aussi bien l'opinion de l'élite que du peuple japonais. Endoctriné par une importante propagande, le peuple réclame la guerre et considère la diplomatie comme une faiblesse. Ils allaient jusqu'à se livrer à des émeutes et des assassinats lorsqu'ils trouvaient que le gouvernement faisait preuve de faiblesse. En 1884, le Japon soutient un coup d'État en Corée, mené par une faction réformiste pro-japonaise. Cependant, le gouvernement coréen demanda l'aide de la Chine, qui envoya son armée pour mater la révolte. Le Japon n'était pas encore prêt à risquer un affrontement d'ampleur avec la Chine, et se résigna à signer la convention de Tientsin, augmentant ainsi l'influence chinoise en Corée. Depuis plusieurs siècles, l'Empire russe progresse à l'Est. Dans les années 1890, il s'étendait de la Pologne à l'Ouest à la péninsule du Kamtchatka à l'Est. Cependant, la Russie avait un gros problème. Elle ne disposait d'aucun port utilisable toute l'année. Même Vladivostok, son port le plus au sud, était pris par les glaces en hiver. Ce qui évidemment n'arrange pas le commerce, et encore moins la marine de guerre. En 1861, la Russie tenta d'envahir l'île japonaise de Tsushima pour avoir accès aux mers chaudes. Aidés par les Britanniques, les Japonais ont rapidement repoussé les Russes, qui se sont retirés sans réel affrontement. De 1894 à 1895 se déroule la première guerre sino-japonaise, qui est l'aboutissement de la lutte d'influence entre la Chine et le Japon sur la Corée. En 1894, la Corée est en proie à une révolte paysanne armée. L'empereur coréen appelle alors la Chine à l'aide pour mater la révolte. Les Japonais annoncent également envoyer des troupes pour aider l'empereur, mais à la place ils le capturent et remplacent les membres du gouvernement par des pro-japonais. La Chine s'y oppose évidemment, et une guerre directe entre le Japon et la Chine a lieu. Après une brève campagne militaire de 6 mois, les troupes japonaises mettent en déroute les forces chinoises et détruisent la quasi-totalité de sa flotte militaire. Non seulement la Chine perd toute influence sur la Corée, au profit du Japon, mais en plus la Chine cède au Japon la péninsule de Liaodong et l'île de Taïwan. Le Japon doit cependant aussitôt abandonner la péninsule de Liaodong, sous pression de l'Allemagne, de la France et de la Russie. Mais la situation est loin d'être calmée en Corée. Le 8 octobre 1895, la reine Min, chef de la faction anti-japonaise et pro-chinoise, est assassinée par des agents japonais. Action qui aura l'effet inverse de ce que les Japonais recherchaient. L'opinion publique coréenne devient totalement hostile au Japon, fragilisant ses positions. En 1896, le roi Gojong de Corée se réfugie à l'ambassade russe à Séoul, craignant d'être la prochaine cible des Japonais. La situation explose alors, et un soulèvement populaire renversa le gouvernement pro-japonais. Du côté russe, en 1897, la Chine et la Russie signent un accord dans lequel la Chine accepte de louer à la Russie la péninsule de Liaodong, qui y construit immédiatement la forteresse de Port Arthur et y base la flotte russe du Pacifique. La Russie a enfin son port en eau chaude. Entre 1897 et 1903, les Russes construisent une voie ferrée en Mandchourie et d'importantes troupes russes y sont stationnées.
officiellement pour protéger le trafic ferroviaire d'attaques de bandits. À cette période, la Mandchourie, bien qu'elle fasse encore officiellement partie de l'Empire chinois, est dans les faits contrôlée par les Russes. Ces derniers ont également commencé à s'établir en Corée, et en 1898, ils y ont acquis des concessions minières et forestières, sans oublier la construction du chemin de fer transsibérien, lancé en 1891, et avec lequel la Russie espérait consolider davantage son influence en Asie. L'influence russe dans la région est donc en perpétuelle augmentation, contrairement au Japon, qui semble ne pas pouvoir faire grand-chose contre la Russie ou les autres grandes puissances occidentales, de plus en plus présentes en Asie. Dernier événement amenant la confrontation, en novembre 1899, débute la révolte des Boxers. Le mouvement chinois Point de la Justice et de la Concorde réunit entre 50 et 100 000 membres hostiles à la dynastie mandchoue des Qing. Mais rapidement, l'Empire chinois arrive habilement à utiliser le mouvement pour lutter contre l'influence des puissances étrangères. Il se livre alors à des activités anti-occidentales, anti-japonaises et anti-chrétiennes, par la suite rejoint par les troupes impériales chinoises, afin de chasser les étrangers. Le 10 juin 1900, le ministre japonais Sugiyama Akira est assassiné en Chine, et le 20, c'est au tour du baron allemand von Kettler. Les légations à Pékin se retrouvent encerclées par des milliers de Chinois hostiles. Devant cette situation, 8 nations décident de s'allier pour intervenir militairement. L'Autriche-Hongrie, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, les États-Unis, ainsi que le Japon et la Russie. À la fin de la révolte en septembre 1901, 100 000 soldats russes étaient stationnés en Mandchourie pour protéger ces chemins de fer, troupes qui devaient officiellement quitter la région une fois la révolte terminée. Mais en 1903, les Russes n'avaient toujours pas commencé leur retrait. En réalité, ils avaient même renforcé leur position. Comme on vient de le voir, la Russie était de plus en plus présente en Asie, et le Japon craignait grandement pour sa sphère d'influence en Corée et en Mandchourie. Mais pour autant, la guerre ne semblait pas inévitable. L'homme d'État japonais Ito Hirobumi commença à négocier avec les Russes, considérant que le Japon n'avait pas les capacités pour chasser militairement les Russes. La proposition japonaise était de laisser les Russes faire ce qu'ils voulaient en Mandchourie, si en échange ils leur laissaient la Corée. Du fait de sa grande proximité géographique, pour les Japonais, il était vital de tout faire pour éviter qu'une autre puissance s'installe en Corée. Des 5 hommes d'État qui composaient l'oligarchie Meiji, Ito Hirobumi et le comte Inoue Kaoru s'opposaient à l'idée d'une guerre contre la Russie, pour des raisons financières, tandis que Katsura Taro, Komuro Jutaro et le maréchal Yamagata Aritomo étaient favorables à la guerre. À noter que les négociations avançaient et que la Russie a fait une série de concessions que le Japon considérait comme de sérieux compromis. Cependant, les discussions furent compliquées au sujet de la Mandchourie. De plus, le 8 avril 1903 devait être le jour du début du retrait des troupes russes de Mandchourie, suite à la révolte des Boxers. Mais il n'en fut rien. Au Japon, des étudiants manifestèrent à la fois contre la Russie et contre leur propre gouvernement pour n'avoir pas réagi. Début janvier 1904, le gouvernement japonais commença à penser que la Russie n'était pas intéressée par un règlement diplomatique et qu'ils cherchaient juste à gagner du temps pour renforcer leur armée. Si guerre il devait y avoir, le Japon devait se décider rapidement, avant que le transsibérien ne soit opérationnel. Après, la Russie pourrait facilement et rapidement transférer des troupes d'Europe vers l'Extrême-Orient. Le 13 janvier, le Japon tenta une dernière fois de relancer les discussions. Le 4 février, aucune réponse n'avait été reçue. Et le 6, le ministre japonais en Russie fut rappelé au Japon, et le Japon romput ses relations diplomatiques avec la Russie. Certains historiens ont suggéré que Nicolas II avait intentionnellement entraîné le Japon dans la guerre, dans l'espoir de raviver le nationalisme russe.
ce qui est contredit par les correspondances entre Nicolas et le Kaiser Guillaume II, le tsar russe lui annonçant qu'il n'y aurait pas de guerre, parce qu'il ne le souhaitait pas. En réalité, il semble bien plus que la Russie a tout simplement estimé que le Japon n'oserait jamais entrer en guerre contre les armées russes, théoriquement bien supérieures. Le tsar considérait les Japonais comme des singes jaunes, et il était certain qu'ils céderaient facilement devant la puissance russe. Il n'avait donc aucune raison de faire des compromis. Si cette guerre s'appelle la guerre russo-japonaise, elle est en réalité au centre d'une vaste confrontation géopolitique qui dépasse de loin ces deux seules nations. Rappelons que nous sommes à peine 10 ans avant la Première Guerre mondiale. Diplomatiquement, les enjeux et le nombre de pays concernés est si important qu'on pourrait la qualifier de petite guerre mondiale. Durant les années 1890 et 1900, l'empereur allemand Guillaume II et le gouvernement allemand étaient obsédés par le prétendu péril jaune. Il écrivit de nombreuses lettres à Nicolas II, le louant comme le sauveur de la race blanche contre le péril jaune, assurant au tsar que Dieu lui-même avait choisi la Russie pour défendre l'Europe de la menace asiatique. Dans ses lettres, il assurait également au tsar qu'une victoire russe sur le Japon porterait un coup mortel à la diplomatie britannique. Il pourrait ensuite se partager tranquillement les colonies britanniques en Asie. Les lettres de Guillaume II ont conduit les décideurs à Saint-Pétersbourg à croire que l'Allemagne viendrait en aide à la Russie en cas de guerre. Ce qui conforta la Russie dans son idée que toute négociation avec le Japon était inutile. En réalité, Guillaume II ne s'intéressait pas vraiment à l'Asie, et ses lettres à Nicolas II étaient surtout destinées à provoquer un changement dans l'équilibre des forces en Europe. Le principal allié de la Russie à cette époque était la France, ce qui n'arrangeait pas vraiment l'Allemagne. Son idée était qu'une guerre entre le Japon et la Russie romprait l'alliance franco-russe et conduirait naturellement la Russie à signer une alliance avec l'Allemagne. Le Japon était également allié avec la Grande-Bretagne, première puissance mondiale à cette époque, envers qui l'Allemagne menait une politique ouvertement hostile. Du côté japonais, le premier ministre Katsuro Taro estimait que le Japon était plus susceptible d'avoir le soutien des États-Unis et de la Grande-Bretagne si la guerre pouvait être présentée comme une lutte pour le libre-échange. Tout au long de la guerre, la propagande japonaise a présenté le Japon comme une puissance civilisée, qui soutenait le libre-échange et autorisait les entreprises étrangères dans cette région riche en ressources, contre la Russie non civilisée, fortement protectionniste, et qui voulait garder pour elle seule les richesses de la Mandchourie. L'arrivée des Russes dans la région inquiétait également grandement les Britanniques, et les intérêts des deux pays semblaient peu conciliables. La Grande-Bretagne était cependant bien trop occupée avec les guerres des Boers pour s'occuper de l'Asie. En 1902, les Anglais abandonnent leur politique d'isolement et signent une alliance avec le Japon, l'alliance anglo-japonaise. Si la Grande-Bretagne ne s'engage pas directement à aider militairement le Japon, l'accord stipulait que si le Japon se retrouvait en guerre contre deux pays, ou plus, la Grande-Bretagne entrerait en guerre aux côtés du Japon. Étant donné la puissance de la Grande-Bretagne, il y avait donc peu de chances que l'Allemagne ou la France viennent se risquer à soutenir militairement la Russie. Pour les Britanniques, une guerre russo-japonaise leur permettrait de restreindre la concurrence russe en Asie. À noter que cette alliance exigeait que le Japon ait une plus grande puissance navale dans le Pacifique que la Russie, sachant que le Japon achetait ses navires aux Britanniques. Même sans cette alliance, la Russie ne pouvait de toute façon pas compter sur l'aide de la France. Celle-ci ne soutenait absolument pas l'expansionnisme russe en Asie, et le gouvernement français avait déclaré publiquement que l'alliance franco-russe ne s'appliquait qu'en Europe, et qu'en cas de guerre russo-japonaise, la France resterait neutre, quelle que soit la nation déclarant les hostilités. Mais en échange, elle permit à la Russie de lui emprunter d'importantes sommes d'argent pour financer la guerre. En Asie, l'empereur Gojong de Corée estima que le problème entre le Japon et la Russie ne concernait que la Mandchourie, et choisit de poursuivre une politique de neutralité, dans l'espoir que la Corée reste indépendante.
L'ambassadeur de Chine à Saint-Pétersbourg soutient lui qu'entre la Russie et le Japon, il était préférable pour la Chine que le Japon l'emporte, estimant qu'il serait bien plus facile de négocier avec le Japon pour récupérer ensuite la Mandchourie. Les autorités chinoises conclurent que le Japon était la seule puissance capable d'expulser la Russie de Mandchourie, mais qu'en même temps, les ambitions japonaises n'étaient pas très claires. La Chine déclara finalement, en décembre 1903, sa neutralité en cas de guerre. Finalement, dans la nuit du 8 février 1904, la flotte japonaise, commandée par l'amiral Togo Eachiro, ouvrit les hostilités par une attaque surprise de torpilleurs contre les navires russes à Port Arthur. Mais ça sera pour une autre vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, je vous encourage à mettre un petit like. Et au passage à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.